Le maire de Nagasaki voulait éliminer les Yakuza de tous les projets de travaux publics. Alors un boss de second rang du Yamaguchi-gumi de Nagasaki l'a tué en pleine rue d'un coup de pistolet. Encore une fois, il s'agit du Yamaguchi-gumi, la plus grande organisation Yakuza au Japon. Et cela a soulevé un énorme tollé. Parce que même si l'assassin a déclaré avoir tiré sur le maire parce qu'un nid de poule avait endommagé sa voiture, personne n'y a cru. Lorsque Icho Ito, le maire de Nagasaki, est assassiné par un chef Yakuza, le Japon est en état de choc. Il ne s'agit plus d'une balle perdue dans des affrontements de rue entre gangs, mais d'un assassinat politique. Une étape supplémentaire a été franchie. C'était inacceptable. Voilà pourquoi la répression s'est intensifiée. Aujourd'hui, la loi anti-gang a été promulguée et elle est impitoyable pour les Yakuza. Quel rang occupez-vous dans votre organisation? Je suis l'enfant de l'actuel Oyabun du Kyodokai. J'ai reçu la coupe de saké de ses mains. C'est ce qui m'a autorisé à choisir un territoire et à m'y installer en tant que chef de clan. Même si les effectifs des Yakuza ont diminué, nos sources de revenus n'ont pas changé. Elles proviennent toutes d'activités illégales. Nos revenus les plus importants viennent des taxes de protection et des profits clandestins du bâtiment. C'est donc là-dessus que la police a commencé à nous écraser. Il existe des relations étroites entre les entreprises de BTP, les Yakuza, les banques et les politiciens japonais. Mais ce sont des liens opaques et invisibles. Durant la deuxième moitié des années 80, grâce à ce que l'on a appelé la bulle économique, le Japon connaît une période de prospérité sans précédent. C'est l'âge d'or des Yakuza. Pendant les années de bulle économique, on s'est beaucoup amusé. On conduisait de belles voitures, on couchait avec de belles femmes. On vivait une vie agréable. On a peut-être un peu abusé. En plus de leurs activités liées au crime organisé, les Yakuza ont créé des sociétés écrans qui leur permettent de légaliser leurs affaires et d'avoir pignon sur rue. Ils ont la main sur l'industrie du divertissement, sur les sociétés de travaux publics, les sociétés de crédit. Leurs avoirs ont corrompu tous les rouages de la société, de la finance à la politique. L'argent circulait et les Yakuza jouaient un rôle important en collaborant avec des entreprises pour recouvrer des dettes ou en étant mandatés pour acquérir des terrains. Au moment de la bulle économique, quand les prix de l'immobilier augmentaient de jour en jour, les banques ou leurs clients engageaient des Yakuza pour vider les zones qu'ils voulaient développer.
Au moment de la bulle économique, quand les prix de l'immobilier augmentaient de jour en jour, les banques ou leurs clients engageaient des yakuza pour vider les zones qu'ils voulaient développer. Et lorsque la zone était vidée, les yakuza ramassaient la mise en prêtant de l'argent aux entreprises de travaux publics qui voulaient y travailler. Ce que cela signifiait vraiment, c'est que vous ne pouviez pas vous lancer au Japon dans des constructions à grande échelle sans payer la mafia locale. Parce que lorsque vous démarriez le chantier d'un immeuble de bureaux de 40 étages sans payer les yakuza, tout à coup, votre équipement tombait en panne, des incendies se déclaraient et un tas d'autres problèmes apparaissaient. On estime que 5 à 10% des coûts de construction étaient reversés aux yakuza. Quand j'étais yakuza, j'avais souvent affaire aux gens ordinaires, surtout à des civils qui travaillaient dans la construction publique. Je collectais aussi des dettes. Mais il y a des choses que je ne peux toujours pas dire devant la caméra. Sinon, la police viendrait aussitôt me chercher. À un moment donné, les yakuza se sont dit « Mais pourquoi se contenter d'être des intermédiaires ? Nous pourrions créer nos propres sociétés immobilières, acheter et revendre des propriétés comme le font les hommes d'affaires et gagner encore plus d'argent. » L'industrie du divertissement n'échappe pas à la prédation des yakuza. Dès l'origine, les jeux d'argent interdits au Japon, le monde du spectacle et des forains leur étaient dévolus. Dans les années 80, ils s'immiscent dans le sport et la production audiovisuelle. À l'âge de 15 ans, j'ai été envoyé en maison de redressement. Quand j'en suis sorti, eh bien, je suis devenu un délinquant. Ensuite, je suis allé à Osaka, où j'ai intégré une famille yakuza. Et pendant les 50 années qui ont suivi, je n'ai fait qu'être un yakuza. J'avais diverses relations dans l'industrie du divertissement et j'ai gagné ma vie comme ça. Dans ce milieu, lorsqu'une star se produit pendant un mois dans une salle de spectacle, vous pouvez faire environ 300 millions de yens de profit. C'était des yakuza qui vendaient les billets. Pour les combats de sumo, c'était la même chose. Le sumo est le sport national du Japon. C'est comme une religion. Le sumo aussi était géré par des yakuza. On les appelait les Kanjin Moto. Et comme les yakuza contrôlaient une grande partie de l'industrie du divertissement, la génération des Japan Idols a été aussi très rentable pour eux. Dans les années 90, tout le monde brillait, moi y compris.
J'ai commencé à être actrice quand j'étais très jeune. À l'époque, je ne savais pas s'il y avait des yakuza ou pas dans ce milieu. J'avais à peine 15 ans. Je les croisais régulièrement. On avait l'habitude de se saluer poliment. Quand plus tard j'ai découvert que c'était des yakuza, je n'ai pas trouvé qu'ils étaient si effrayants que ça. Les yakuza sont très importants pour l'industrie du divertissement. Il y a des productions qui sont très étroitement liées aux yakuza. La production que je connais, c'était pareil. Mais je ne peux pas vous dire son nom, parce que je ne veux pas me faire d'ennemis. J'ai travaillé dans des séries télé. En tant que mannequin érotique, j'ai posé pour des magazines et j'ai aussi joué dans des spectacles. Peu d'entre elles deviennent des stars quand elles prennent leur retraite. Elles n'ont pas fait d'études et n'ont pas développé de réelles compétences artistiques. Si elles ont de la chance, elles épouseront un de leurs fans. Si elles n'en ont pas, elles finissent par travailler dans le milieu du porno. Dans cet univers, les filles sont des objets, des biens jetables. J'ai pris ma retraite comme actrice à 34 ans. L'année suivante, j'ai eu un fils. Quand il avait 2 ou 3 ans, ma mère a eu un problème cardiaque. Elle avait besoin de se faire opérer. Mon père et moi, nous avons cherché à lui venir en aide. C'est là qu'un yakuza m'a dit « Si tu veux, j'ai un job pour toi ». J'ai accepté et l'opération de ma mère a été un succès. Dans le monde des yakuza, la position des femmes et des mères est presque inexistante. À entendre certains, ou dans les films, on les appelle femmes de chef ou grandes sœurs, comme si elles étaient respectées. Il doit y en avoir qui l'étaient vraiment. Mais dans la plupart des familles, les femmes, et en particulier les mères, sont traitées par leur mari comme des lave-pieds. Mon père et mes proches étaient tous membres du Yamaguchi-gumi. Ils se faisaient appeler Oyabun. C'étaient des chefs de clan. Mon père avait l'habitude de battre ma mère en public. Pour lui, c'était normal. Quand j'étais petit, j'avais de la peine pour elle. Ça se passait comme ça chez les autres aussi. Ma relation avec mon père, ce que je pensais de lui, je ne suis pas devenu un gangster en tout cas. Et quand j'ai su qu'il était nationaliste, un peu néo-nazi, tout ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas été élevé comme lui. Je ne suis pas allé à son enterrement. Je ne suis jamais allé sur sa tombe à ce jour. J'ai souvent demandé à ma mère pourquoi elle avait épousé mon père. Elle n'a jamais répondu. Je suppose qu'elle a fait ce qu'elle a pu en tant que femme de yakuza. Depuis 2 mois, les valeurs japonaises ont perdu 24,5%. Et ce matin, la bourse s'est affolée sur des rumeurs indiquant que les plus grandes compagnies d'assurance allaient vendre de très gros paquets de titres.
Le yen tombe comme une pierre. En 3 mois, il a perdu 10% de sa valeur face au dollar. En 1990, l'effondrement du yen fait éclater la bulle économique. Le monde politique, les grandes entreprises et la finance sont éclaboussés par des scandales à répétition qui révèlent l'implication des yakuza dans tous les secteurs de l'économie. Le chômage grimpe en flèche et le Japon s'installe durablement dans la crise. De nombreux politiciens, dont les yakuza financent les campagnes électorales et truquent les suffrages, sont forcés à la démission. Quand la bulle s'est effondrée, les Japonais ont pris conscience que les politiciens, les banques, les entreprises et les yakuza faisaient tous des affaires les uns avec les autres. Ils avaient tous le même niveau de corruption. Et cela a vraiment dégoûté les gens. Quand les hommes politiques sont candidats à des élections, ils ont besoin de suffrages pour être élus. Si vous rendez visite à un boss yakuza et que vous lui demandez des votes, il pourra vous en fournir entre 500 et 1000. C'est vrai. J'ai moi-même été arrêté une fois pour ça. Un élu départemental est venu me dire qu'il voulait promouvoir tel candidat. Je n'ai pas fait attention au nombre de gens que j'ai domiciliés à la même adresse. Je manquais d'expérience à l'époque. Des dizaines de votants avaient donc la même adresse. Et ça a fini par se voir. Les relations entre yakuza et politiciens sont très profondes. Et elles remontent à de très nombreuses années. Après la guerre, les États-Unis ont craint que le Japon bascule dans le communisme, ce qui leur aurait posé un gros problème. Ils ont donc libéré, ou plutôt fait libérer, des criminels notoires, tels que Kishi Nobusuke, qui était un terrible profiteur de guerre, et un type nommé Yoshio Kodama. Lui aussi était un profiteur de guerre spécialisé dans l'extorsion. Il était proche des groupes yakuza. Il a ainsi pu échapper à son exécution comme criminel de guerre. Kodama était ultranationaliste, foncièrement xénophobe, incroyablement cupide, mais aussi très charismatique. Tous deux, Kodama et Kishi, ont créé le Parti libéral-démocrate, le PLD, avec l'aide du gouvernement des États-Unis, qui a apporté une partie du financement. Et parce que Kodama et Kishi avaient des liens avec le crime organisé, le Parti libéral-démocrate a établi un partenariat avec les yakuza pour écraser les syndicats, pour décrédibiliser et humilier ses adversaires politiques. Pendant des années, ils ont travaillé main dans la main. Les yakuza ont donc joué un rôle majeur dans l'élection des premiers ministres. Ils se rendaient dans les sièges préfectoraux du PLD pour s'assurer que tout le monde vote pour leur candidat favori, ou bien ils étouffaient les scandales qui auraient pu faire tomber un premier ministre. Le Parti libéral-démocrate a gouverné le Japon pendant toutes ces années, sauf entre 2009 et 2012. C'est lui qui a fait en sorte que la police laisse les yakuza tranquilles. Le politicien demandait une faveur au yakuza que ce dernier honorait. En retour, le yakuza pouvait lui réclamer du travail, par exemple dans les travaux publics. Ces échanges de bons procédés marchaient dans les deux sens, et à tous les échelons, des conseillers municipaux jusqu'aux députés.
Pour devenir Premier ministre, vous devez obtenir des votes au niveau local. Ainsi, lorsque Shinzo Abe s'est présenté à la tête du PLD et au poste de Premier ministre en 2006, il a contacté un certain Nagamoto, qui était considéré comme le financier du Yamaguchi-gumi. Et Nagamoto a fait le tour des différents groupes Yakuza en disant « Assurez-vous que votre représentant préfectoral, celui que vous avez payé pendant toutes ces années, vote pour Shinzo Abe à l'élection pour la direction du Parti libéral-démocrate. » Il est difficile de trouver un Premier ministre japonais qui n'ait pas de lien avec les Yakuza. Ce qui rapporte le plus, c'est la drogue, et surtout la méthamphétamine. Aujourd'hui, c'est illégal. C'est rigoureusement interdit au Japon. La police travaille dur pour éradiquer le trafic de drogue. La méthamphétamine n'entre pas au Japon. À la douane, ils ont saisi des centaines de kilos, ce qui évidemment a fait monter le prix en flèche. À partir des années 50, la principale activité des gangs japonais, ce qui constitue leur principale source de revenus, c'est le trafic de méthamphétamine. Ils finissent tous par se tourner vers le trafic de drogue. Ils en distribuent même dans les écoles. Dans mon clan, il y avait une personne bien connue qui était spécialisée dans ce domaine. Quand j'étais en prison, j'ai connu un gars qui était là à cause de la méthamphétamine. Il la faisait livrer par bateau en la cachant sous des bouées. Et quand il approchait du port, il jetait les bouées avec la meth à la mer. C'est un mec de Taïwan qui a inventé ce truc. Je me souviens que le gars m'a dit qu'il le referait dès qu'il serait sorti de tôle. Au début des années 90, les Yakuza poursuivent leur implantation sur d'autres territoires. Leur tête de pont, Hawaï, un petit archipel américain de l'océan Pacifique, qu'ils inondent de méthamphétamine. Des partenariats sont passés avec des mafias étrangères, en Asie, mais également aux États-Unis. Avez-vous des relations avec des organisations criminelles de pays étrangers ? Il existe toutes sortes de liens. Si on entend parler d'un bon deal, il se peut qu'on entame des relations avec ce genre de personnes. L'alba dell'era mafiosa del Pacifico è sorta proprio qui. Le Hawaii, il paradiso dei vacanzieri di tutto il mondo. I samurai in doppio petto sbarcano alle Hawaii nascondendosi fra i 3.000 turisti giapponesi che arrivano ogni giorno all'aeroporto internazionale di Honolulu. Ma è la droga che ha fatto fare il salto di qualità internazionale alla Yakuza.
Prima le anfetamine, le droghe del risveglio, importate soprattutto da Taiwan grazie a un accordo con le triadi locali. Poi l'eroina. Questo filmato è stato girato di nascosto dalla DEA, la polizia antidroga americana, in una camera di albergo di Honolulu, alle Hawaii. Alcuni mafiosi giapponesi trattano una partita di eroina in cambio di armi. L'acquirente è però un agente segreto della DEA. That was a DEA case where there was an undercover operation where I think the subjects were trying to exchange a Laws rocket for drugs, and they were arrested. James Stern était un agent spécial judéo-japonais. Il avait réussi à infiltrer les Yakuza pour les empêcher d'introduire et de vendre de la méthamphétamine à Hawaï. Le groupe qui en était responsable était le Kyokutokai. Il existe encore aujourd'hui. C'est à ce moment-là que les États-Unis ont compris que les Yakuza opéraient sur leur sol et qu'ils y introduisaient de la drogue. It resulted in the first ever arrest and conviction of a Yakuza boss in U.S. law enforcement history in the United States. Swear the testimony you give for this subcommittee be the truth, the whole truth, nothing but the truth, so help you God. Yes. Thank you. Japanese organized crime, according to most law enforcement agencies, is behind the financing of most of the crystal methamphetamine, also known as ice, which is the drug of choice in Hawaii, and has also now, over the past decade, also reached parts of Seattle, San Francisco, Los Angeles, Denver, and some other communities on a lesser scale. And they've also come to the United States to recruit American women at times into prostitution in Japan. We can no longer tolerate the inaction of countries which refuse to share evidence and information, or which effectively serve as havens for international criminals. On peut comprendre que les États-Unis aient pensé que les Yakuza représentaient une grande menace pour eux. Les Américains ont demandé une liste de Yakuza, et au début, le Japon a refusé de la leur donner. Depuis plusieurs années, le département du Trésor américain observait avec inquiétude les Yakuza s'implanter aux États-Unis. Alors qu'ils essayaient d'empêcher plusieurs sociétés de faire affaire avec les USA, leur regard s'est braqué sur les Yakuza. Ils ont donc officiellement placé le Yamaguchi-gumi, l'Inagawa-kai et le Sumiyoshi-kai sur une liste noire. Le fait que l'administration Obama considère les Yakuza comme des organisations terroristes a rappelé à la police japonaise qu'elle avait intérêt à prendre les choses en main, sans quoi elle serait embarrassée à l'échelle mondiale. Si l'administration Obama fait pression sur le gouvernement japonais pour qu'il réprime les Yakuza, une accumulation d'événements et de faits divers sanglants soulève la population contre eux. Il faut aussi signaler qu'à cette époque sévissait le Kudokai, un groupe très violent du sud du Japon. Au début des années 2000, le Kudokai était devenu hors de contrôle. Il y avait des tirs de lance-roquettes, ils se bagarraient entre eux et ils s'en prenaient aussi aux civils. Le réalisateur Takeshi Kitano a fait un travail remarquable dans sa série Outrage. Tout ce que vous voyez dans ces films et qui semble incroyable, comme des casinos cachés au sein d'une ambassade,
ou un yakuza qui jette une grenade dans le bureau d'un gang adverse, oui, tout cela est vraiment arrivé. Le Kudokai attaquait les civils. Ces hommes lançaient des grenades explosives dans les snack-bars qui refusaient de payer la taxe de protection. Et la police s'est mise à réprimer de plus en plus les yakuza. C'est à cette époque que tout a commencé. On en a fait notre priorité. On s'est dit, le moment est venu d'écraser les organisations yakuza. Quand on est un yakuza, les bonnes œuvres ne suffisent pas pour gagner sa vie. Je sais bien que cela va à l'encontre du Nin-Kyo-Do, la voie chevaleresque des yakuza. Mais s'il est vrai que le plus fort doit aider le plus faible, le plus fort est parfois obligé de bouffer le plus faible pour survivre. Aujourd'hui, les héritiers du Nin-Kyo-Do ne s'intéressent plus qu'au profit et à l'argent. Si tu accordes trop d'importance au Nin-Kyo-Do et à ses nobles principes, tu ne pourras plus gagner ta croûte. Mais ce qui a vraiment causé leur perte, c'est lorsqu'en 2008, le Kodokai, la faction dirigeante du Yamaguchi-gumi, a engagé une agence de détectives privés appelée Garou Detective Agency pour obtenir les relevés téléphoniques des policiers de la préfecture d'Aichi. Oui, c'est effectivement arrivé. Afin de connaître les mouvements de la police et d'échapper à sa répression, le Kodokai avait noté les plaques d'immatriculation des voitures de police ainsi que les adresses des inspecteurs. Un jour, des policiers font une descente dans un bureau du Kodokai. Ils y découvrent des photos d'eux-mêmes et des membres de leur famille affichées au mur avec des punaises. Pour les policiers, il s'agissait clairement d'une menace dirigée contre eux. Lors des interrogatoires, certains membres du Kodokai y font allusion, en disant « Je sais que vous avez une fille de 11 ans ». Et pour la police japonaise, qui a coexisté pacifiquement avec les yakuza pendant de nombreuses années, dans cette relation bizarre, du genre vivre et laisser vivre, quand soudain les yakuza s'en prennent à vos proches ou menacent les membres de votre famille ou vous-même, alors c'est fini, c'est la guerre. Ils veulent s'attaquer aux policiers? Dans ce cas, il faut créer une loi pour les écraser. C'est comme ça que tout a commencé. Dans chaque région, il y a une famille, et dans chaque province, un clan qui lui est subordonné. Il faut donc tous les frapper, se concentrer sur les grandes organisations et les faire tomber une à une, les éradiquer. En contournant le pouvoir politique, la police prend les devants pour réprimer efficacement le crime organisé. Après une première loi anti-gang demeurée sans effet en 1992, les préfectures créent en 2011 de nouvelles dispositions qui restreignent la liberté des yakuza. Ces mesures, dites d'exclusion du crime organisé, seront entérinées par le Parlement un an plus tard. Ce qu'il y a d'incroyable avec cette loi, c'est qu'elle a interdit à quiconque de collaborer avec les yakuza, de les rémunérer. Cela signifie que si vous payez une taxe de protection aux yakuza, vous n'êtes plus considéré comme une victime, mais comme un criminel. Vous recevrez un avertissement de la police, et si vous continuez à payer, votre nom sera divulgué au public. Si vous vous faites prendre une troisième fois, vous finirez en prison. Depuis que les lois anti-gang ont été promulguées, les yakuza sont détestés par la population. Pour les yakuza encore en activité, le monde est devenu difficile à vivre.
Nous ne pouvons plus avoir de compte bancaire, nous ne pouvons plus acheter de voiture, ni avoir de téléphone portable, ni même louer un logement. La police nous surveille. Quand on frappe à ma porte le matin, je suis nerveux, même s'il s'agit du livreur de journaux. Autrefois, les mafias étrangères géraient leurs affaires dans le plus grand secret. Elles se cachaient. Les Yakuza du Japon, eux, se signalaient par un écriteau bien visible à l'entrée du bâtiment où ils se réunissaient. Tout le monde savait qu'ils étaient là. Ils ne se cachaient pas. Le daimon, c'est notre blason, le symbole de l'organisation. Chaque clan a le sien. Le Kyodokai a son daimon, le Yamaguchi-gumi a son daimon, etc. Nous interdire de l'afficher, c'est de l'intimidation. C'est un moyen pour la police d'exercer une pression sur nous. On ne le comprend pas, mais c'est ainsi. À cause de mes tatouages, je ne suis plus autorisé à aller au bain public. Pourtant, de nos jours, on voit partout des jeunes tatoués de la tête aux pieds. C'est la mode. Les footballeurs, les joueurs de baseball, les étrangers, ils en ont tous maintenant. Pourquoi on ne les arrête pas, ceux-là? Ils portent des manches courtes et se baladent sans avoir de problème. Si nous, les Yakuza, faisions cela, nous serions immédiatement arrêtés. J'avais beaucoup de contacts avec la police à une certaine époque. Dans le temps, il m'arrivait d'aller manger avec eux pour obtenir des informations. Je pouvais leur demander « Est-ce qu'il y a un mandat d'arrêt contre moi ?» Les flics répondaient « Non, pas pour le moment ». Ils nous donnaient ce genre d'informations. C'était comme ça à l'époque. Maintenant, ils sont muets comme des carpes. T'oublies. Ils sont très stricts à ce sujet désormais. On doit garder nos distances, sinon les flics se font licencier. Nous n'avons donc plus de relations avec eux, et c'est bien triste. Au moment de Fukushima, les lois anti-gang venaient d'être promulguées. Il y avait déjà cette tendance au sein de la société d'éviter de faire des affaires avec les Yakuza. 8,9 sur l'échelle ouverte de Richter, un séisme particulièrement violent, une secousse qui a déclenché un tsunami sur le nord-est du Japon, des vagues de 10 mètres de haut qui ont tout emporté. Heute nun hat es im japanischen Katastrophengebiet eine starke Explosion in einem Atomkraftwerk gegeben. Dabei wurde ein Reaktor im AKW Fukushima schwer beschädigt. Mehrere Menschen sollen radioaktiv verstrahlt worden sein. Tokyo Electric Power Company est l'un des plus grands fournisseurs d'électricité au Japon. Elle gère des centrales nucléaires dans tout le pays. La centrale de Fukushima était défectueuse bien des années avant que l'accident ne se produise. Un homme d'affaires du Yamaguchi-gumi a même fait chanter TEPCO. Il a reçu des centaines de milliers de dollars en échange de son silence sur les défaillances de la centrale nucléaire. Au Japon, quand une catastrophe se produit, les Yakuza sont sans doute plus efficaces que l'Agence fédérale de gestion des urgences. Ils n'ont pas de contraintes, pas de paperasserie, et ils disposent de relais sur place, qui sont les mêmes personnes depuis des années. Ils savent qui a besoin de couches pour bébé. Ils savent que les sinistrés auront besoin de couverture, qu'ils auront besoin d'eau chaude, de douche, de toilettes, de nourriture et de tentes. Ils possèdent des sociétés de transport routier et ils ont beaucoup d'argent. Ils ont donc été très efficaces pour faire face à la catastrophe dès les premiers jours. Mais bien sûr, ce n'était pas totalement désintéressé. Pourquoi font-ils cela? Pour être perçus comme des organisations humanitaires.
Les gens aiment les histoires du genre « Oh, les méchants deviennent les gentils ». Quand il y a des catastrophes, comme à Fukushima, les Yakuza se rendent eux-mêmes dans les bâtiments endommagés pour déblayer la ferraille et le ciment à la place de l'État, qui n'assume pas ses responsabilités. Les Yakuza ont donc joué un rôle essentiel en fournissant la main-d'œuvre pour le nettoyage de Fukushima. On dit qu'ils sont horribles parce qu'ils ont envoyé ces hommes sur la centrale nucléaire. Mais les Yakuza ont toujours fourni la main-d'œuvre et du personnel sur ce genre de site. Et ça a toujours été dangereux. C'est un sale boulot que personne d'autre ne veut faire. Ils ont juste continué à faire ce qu'ils ont toujours fait. Et les gens qui y vont sont souvent d'anciens Yakuza qui ne trouvent pas de boulot. Ou des gens en rupture de ban, soit parce qu'ils sont très endettés, soit parce qu'ils ont commis un crime et qu'ils ont besoin de percevoir un salaire sans avoir à rendre de compte. Qui d'autre pour faire ce travail? C'est probablement l'une des raisons qui font que les Yakuza existent encore. Tant qu'il y aura des centrales nucléaires au Japon, il y aura des Yakuza, parce qu'il faut bien leur fournir de la main-d'œuvre. Le Japon est un pays qui a drastiquement changé en très peu de temps, et en particulier pour les Yakuza repentis. Dans le cadre de mon travail, j'en ai rencontré beaucoup qui m'ont dit à quel point il est difficile pour eux de survivre dans cette société. Imaginez vivre sans compte bancaire dans le monde moderne. On ne peut absolument rien faire. La plupart de ces gens, qui sont parmi les plus pauvres et les plus démunis, sont devenus Yakuza parce qu'ils n'avaient pas eu le choix. J'aimerais contribuer à changer les choses, aider les anciens Yakuza à trouver du travail et à s'intégrer. Mais pour cela, encore faut-il que la société les accepte. J'ai quitté les Yakuza au moment où mes chefs changeaient de rang. Je savais que ce n'était plus là que je voulais être. J'avais la réputation d'être un bagarreur, d'aller régulièrement en prison et de me castagner avec les autres détenus. Je pensais que c'était bien comme ça. Mais petit à petit, avec l'âge, ça s'est estompé. Je me suis lassé de tout ça. C'est pourquoi j'ai pensé que je devais tirer ma révérence. Vous savez, avec élégance. Il faut croire que les gens changent. J'ai changé. Certaines choses ont pris plus d'importance à mes yeux. Des choses qu'on a envie de protéger. Ce n'est pas si simple de quitter les Yakuza. En fait, si vous leur êtes utile, ils ne vous laisseront pas partir. Mais si vous ne leur servez plus à rien, ils vous diront « ciao » sans aucun regret. J'ai eu de la chance. On m'a laissé partir en un seul morceau.
Alors que les yakuza en déclin peinent à recruter, une nouvelle délinquance appelée Angure prend le relais au Japon. Peu structurée, composée d'anciens yakuza ou de simples voyous, ces bandes s'adonnent principalement à la criminalité de rue, naguère interdite par le code d'honneur des yakuza. Ces engourés, dont le phénomène a pris de l'ampleur, ils sont sans foi ni loi. Ils violent des femmes, ils braquent des commerces, et ils se foutent de tout. Ce n'est pas que j'essaie de nous lancer des fleurs, à nous, les Yakuza, non. Mais ils sont différents de nous. Feel so good, feel so good, feel so good. 今が最高にいい感じ。Feel so good, feel so good, feel so good, feel so good, feel so good. On nous appelle les Engourés. On dit que nous sommes les nouveaux Yakuza. Ce n'est pas faux. Mais on a notre propre manière de vivre et on fait les choses d'un point de vue différent. Pour être honnête, nos activités sont quasiment les mêmes que celles des Yakuza. Mais il y a beaucoup de choses que les Yakuza ne peuvent plus faire selon la loi japonaise. Alors que nous, on a un compte bancaire, on peut acheter une voiture, on peut faire ce qu'on veut. Vous me demandez quelles sont les mauvaises choses que j'ai faites? Franchement, j'en ai fait tellement que je ne peux pas vous en donner une seule. Les pires choses que vous pouvez imaginer, je les ai faites. Mon nom est Kin. Je suis né dans un quartier pauvre. Quand j'étais adolescent, je n'arrêtais pas de me battre. Et même après être devenu adulte, j'ai continué à faire des conneries. J'en ai fait un paquet. Je viens de passer 5 ans en prison. J'en suis sorti l'an dernier. Les Yakuza gagnent de l'argent grâce aux boîtes, aux bars, aux jeux d'argent et aux drogues. Nous aussi. Personnellement, je gère des bars à hôtesses, dans ce qu'on appelle au Japon l'industrie du sexe. Les relations hiérarchiques sont la norme chez les Yakuza. Chez les Engourés, ça n'a rien à voir. Les Engourés font les choses librement et sans contrainte. Nos liens, ce sont des liens d'amitié. On est juste une bande de copains. On est tout le temps ensemble. Je vis en faisant ce que j'aime faire. J'aime ça et je ne m'arrêterai pas. Si je dois en mourir, et j'en mourrai sûrement, aucun problème. Les Yakuza sont en voie de disparition. Leur époque touche à sa fin, même si, personnellement, je pense qu'ils devraient continuer d'exister. Mais je crois sincèrement que les gangs vont disparaître, que dans 5 ou 6 ans, il n'y en aura plus. Moi, je ne pense pas que les Yakuza vont disparaître. Ces temps-ci, c'est sûr, ils ne sont pas en odeur de sainteté. Et on aimerait bien être vu d'un œil plus chaleureux. Car au fond de nous, ce que nous voulons vraiment, c'est protéger le Japon. Les Yakuza ont toujours insisté sur le fait que si vous les supprimez, le Japon tombera sous la coupe des mafias chinoises ou russes. Mais le fait est qu'à mesure que les Yakuza disparaissent,
que leur nombre diminue, la criminalité au Japon n'augmente pas. Quand la récession s'aggrave, la délinquance augmente. En ce moment, l'économie japonaise est au beau fixe. C'est pour ça qu'on n'a plus besoin des yakuza. Mais si la situation change, et si la police perd son pouvoir, les yakuza retrouveront leur place dans la société. Les yakuza sont allés trop loin. Après tout, les choses ne durent pas longtemps, n'est-ce pas? Comme les vagues. L'avenir des yakuza semble aujourd'hui incertain. Concurrencés par les Hangure, leurs faits et gestes surveillés, les gangsters japonais ont le blues. Mais beaucoup d'entre eux, comme Takeshi Ichiyama, qui a donné sa vie à l'organisation, veulent encore y croire, contre vents et marées. Nous sommes à Katsurahama, préfecture de Kochi. J'y suis né et j'y ai grandi. C'est ici qu'une fois par an, autour du mois de décembre, notre boss, Nozomu Ikezawa, rassemble ses hommes pour manger des baleines aussi grandes que l'océan Pacifique, afin que, tous ensemble, nous devenions de grands hommes.